Salut à tous! Vous n'avez pas besoin d'être un archéologue professionnel pour faire une découverte exceptionnelle, mais cela aide probablement. Les archéologues savent souvent où chercher, mais la vérité est que des trouvailles incroyables du passé peuvent être faites par n'importe qui, n'importe où, à tout moment. En fin de compte, peu importe qui fait les découvertes, tant qu'elles sont faites par quelqu'un, et voici certaines des meilleures, c'est parti! Sculpture de Sperlonga. Les sculptures de Sperlonga sont ainsi nommées parce qu'elles ont été trouvées sur le site d'une ancienne villa qui appartenait autrefois à l'empereur romain Tibère à Sperlonga, qui se trouve entre Rome et Naples en Italie. Beaucoup de chercheurs pensent que l'empereur a fait construire et installer exprès ces sculptures dans une grotte qu'il utilisait pour dîner. Les sculptures, qui sont dans un état remarquable considérant qu'elles ont 2000 ans, représentent des scènes de l'histoire classique d'Ulysse et sont typiques du style baroque hellénistique qui était populaire à l'époque. Tibère a failli être tué lorsque la grotte s'est effondrée sur lui en l'an 26. Mais les statues ont survécu et ont été redécouvertes par des archéologues en 1957. Certaines d'entre elles étaient brisées en centaines ou même en milliers de petits morceaux lorsqu'elles ont été trouvées. Mais elles ont depuis été partiellement ou entièrement restaurées. Heureusement, une inscription survivante sur une sculpture d'un navire porte les noms des artistes responsables de l'œuvre. Ils s'appelaient Athénodore, Agésandre et Polydore. Les textes romains anciens indiquent que ces sculpteurs venaient de Rhodes, mais aucune autre information sur eux n'est connue. Évangile de Garima. Continuons avec les évangiles de Garima. Il s'agit d'une paire de livres d'évangiles éthiopiens, dont l'un est considéré comme le plus ancien manuscrit chrétien illustré survivant au monde. Les partisans de cette théorie disent que les évangiles ont été créés ensemble en l'an 500, mais l'un des deux pourrait être encore plus ancien. Les tests de datation au radiocarbone suggèrent que Garima I a été écrit et relié quelque part entre 530 et 660, tandis que Garima II est plus susceptible de provenir d'une période entre 390 et 570. Avant les tests de datation au carbone, les chercheurs occidentaux avaient rejeté les évangiles comme des produits sans importance du XIIe siècle. Aujourd'hui, ils sont tous deux conservés dans le monastère Abba Garima en Éthiopie, où l'on prétend qu'ils n'ont jamais quitté le monastère. Cependant, il y a encore des doutes à ce sujet. La région autour du monastère a été occupée par les musulmans entre le 9e et le 14e siècle, et il semble peu probable que les évangiles auraient survécu à cette période, à moins qu'ils n'aient été emmenés hors du monastère et cachés. Peu importe comment ils ont survécu, ils sont les témoins versionnels les plus anciens du texte byzantin précoce des évangiles, et également les plus anciens manuscrits éthiopiens survivants de toute description. Moines de l'époque byzantine. Voici une nouvelle découverte pour une nouvelle année. Au tout début de 2023, des archéologues à Khirbat al-Massani, en Israël, ont confirmé la découverte d'un moine de l'époque byzantine qui a été enterré en servitude. Il y avait autrefois un monastère sur le site. Il est donc probable que le moine a été enterré près de sa maison il y a environ 1500 ans. L'individu malheureux a été enterré dans une petite tombe en schiste près de l'abside centrale de ce qui était autrefois une église. Malgré la nature inhabituelle de l'enterrement, les historiens ne pensent pas que c'était une forme de punition. Au lieu de cela, ils croient que le fait que le moine anonyme a été enterré avec des anneaux de fer de 10 kg autour de son cou, de ses mains et de ses pieds était un signe de sa profonde et indéfectible dévotion à sa foi. Il est probable qu'il a vécu un style de vie ascétique, ce qui aurait impliqué de porter des chaînes dans la vie ainsi que dans la mort et de vivre volontairement dans des conditions inconfortables et même douloureuses. On a longtemps cru que de telles pratiques étaient confinées à la Syrie pendant l'époque byzantine, mais cette découverte prouve que la croyance et la pratique se sont répandues loin et large. Guerrier de Hirschlanden. Nous allons examiner une sculpture ancienne ensuite. Il s'agit du guerrier de Hirschlanden. La sculpture en grès est la plus ancienne sculpture de l'âge du fer connue en Europe. Malgré ses proportions inhabituelles, il est clair de voir qu'il s'agit d'une représentation d'un guerrier ityphalique nu. Les experts disent que la sculpture a été créée par la culture de Hallstatt, qui vivait dans la région de Bade-Wurtemberg en Allemagne il y a environ 2600 ans. Le poignard que le guerrier est représenté portant est typique de la conception de Hallstatt, tout comme le torque autour de son cou. La chose curieuse à propos de la sculpture est qu'elle a été trouvée enterrée dans un tumulus bas à Ditzingen, mais il semble qu'elle était déjà vieille au moment où elle a été enterrée. Si ce n'était pas le cas, elle ne serait pas aussi fortement érodée qu'elle l'est. Une telle érosion ne peut se produire que lorsque des objets sont laissés exposés aux éléments pendant une période prolongée.
Donc, les experts ne sont pas sûrs de la raison pour laquelle elle a tenu debout si longtemps avant d'être enterrée. Il est possible, mais peu probable, qu'elle se soit dressée au sommet du tumulus mais ait coulé à travers le sol. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Arme vieille de 1000 ans. Voici une découverte qui pourrait remettre en question nos perceptions des rôles de genre dans l'Antiquité. Il y a un demi-siècle, un important site de sépulture d'armes a été découvert à Swantaka, à Hattula, en Finlande. En 2021, le site et son contenu ont été réexaminés, conduisant à des révélations surprenantes. Le site finlandais est bien connu pour la découverte d'une épée à manche en bronze en 1968, qui a par la suite mené à la découverte d'une tombe vieille de 1000 ans remplie d'armes. L'occupant de la tombe a été enterré portant des vêtements traditionnels féminins de l'époque, mais la présence de dizaines d'armes, y compris 2 épées, indiquait la présence d'un homme. Pour résoudre le débat sur le sexe biologique de l'individu, l'étude de 2021 a obtenu un échantillon d'ADN et l'a testé en conditions de laboratoire. À leur grande surprise, ils ont découvert que cette personne avait le syndrome de Klinefelter et était née avec les chromosomes XXY. La présence du chromosome Y l'aurait rendu masculin, mais le chromosome X supplémentaire aurait probablement créé des caractéristiques féminines, telles que des seins et une masse musculaire réduite. D'après leurs vêtements, il est évident que cette personne s'identifiait comme femme. Les personnes qui s'identifient à un genre différent de leur sexe de naissance luttent encore aujourd'hui pour les droits humains de base. Et pourtant, voici quelqu'un d'il y a 1000 ans qui a reçu une sépulture complète de guerriers. Arc de Holmegard. Aussi longtemps que les humains ont eu la capacité mentale et physique de fabriquer des objets, ils ont fabriqué des armes. Bien avant l'invention de l'arme à feu, nos ancêtres utilisaient des arcs et des flèches. Il existe un type spécifique d'arc qui a été trouvé à plusieurs reprises dans les tourbières de l'Europe du Nord, connu sous le nom d'arc de Holmegard. Ces instruments en bois datent de la période mésolithique, ce qui les rend vieux de plus de 7000 ans. Les arcs portent ce nom car le premier jamais découvert a été trouvé dans la région de Holmegard, au Danemark. Ils ne sont pas seulement les plus vieux arcs d'Europe, ils sont les plus anciens jamais trouvés dans le monde. La manière dont ils étaient fabriqués est tout à fait différente de la façon dont les arcs sont fabriqués pour le tir à l'arc aujourd'hui. Le bois était retiré de leur dos, puis le ventre de l'arc était rendu convexe. Cela a changé après l'introduction de l'orme dans la région du Danemark il y a environ 5000 ans. Avant cela, les arcs étaient fabriqués en orme, chêne, frêne ou érable. Malgré leur grand âge, ils auraient probablement été capables de tirer des flèches beaucoup plus loin et plus rapidement que les longs arcs anglais. Sculpture de taureau en cuivre. Il y a exactement 100 ans, en 1923, l'archéologue britannique Leonard Woolley a trouvé une sculpture en cuivre d'un taureau sur un site appelé Tel al-Ubaid, à proximité de la célèbre ville ancienne d'Ur dans le sud de l'Irak. Il était un archéologue brillant, mais manquait d'imagination pour nommer ses découvertes. Alors il l'a appelée le taureau en cuivre et l'a ramenée en Angleterre. Elle est toujours là aujourd'hui dans la collection du British Museum, où les experts disent qu'elle a environ 4600 ans. Elle a l'air un peu délabrée, mais cela est dû à une combinaison de son âge immense et du fait qu'elle a été partiellement écrasée par la maçonnerie tombante lorsque le temple qui l'abritait autrefois s'est effondré. D'autres sculptures de taureaux ont également été trouvées à proximité, mais celle-ci est la plus grande et l'une des seules à avoir été récupérée en un seul morceau, ou du moins principalement en un seul morceau. Il y avait autrefois des attaches en bois à la sculpture, mais celles-ci ont depuis longtemps pourri et plus récemment ont été remplacées par de la cire de moulage sur l'espace où elles se trouvaient auparavant. Pierre d'Artoniou. Passant au sujet des pierres anciennes mystérieuses, la pierre d'Artoniou a été découverte en Cornouailles, en Angleterre, en 1998 dans les ruines du château de Tintagel. Le château de Tintagel est associé au mythe du roi Arthur. C'est pourquoi l'artefact est parfois également connu sous le nom de pierre d'Arthur. La pierre a été trouvée dans une couche archéologique qui peut être datée de manière fiable au VIe siècle et semble être une pierre de dédicace, mais qui a été brisée en deux puis réutilisée pour créer un drain lorsque la structure à laquelle elle était dédiée a été détruite. Le nom d'Artoniou vient de l'inscription gravée sur le côté de la pierre en latin. Elle dit « Patern coli avi ficit Artoniou », ce qui signifie « Artoniou, descendant de Paternus Colus, a fait cela ». Cependant, le style bâclé de l'inscription suggère qu'elle a été gravée comme une forme de graffiti plutôt que comme une inscription formelle. La légende dit que le roi Arthur a été conçu à Tintagel,
et certains partisans de l'idée qu'il y a une base historique pour un vrai roi Arthur affirment que Artoniu est une ancienne variante d'Arthur. Dire qu'il y a peu de preuves pour soutenir cette affirmation serait un euphémisme. Tête d'If. Les sculptures et gravures deviennent un thème récurrent dans cette vidéo, alors regardons-en une autre. Il s'agit de la tête en bronze d'If, parfois connue sous le titre plus court et plus simple, la tête d'If. Elle était l'une des 18 sculptures en alliage de cuivre trouvées simultanément lorsqu'elle a été découverte à If, au Nigeria, en 1938, mais les 17 autres pâlissent en comparaison à celle-ci. La région d'If au Nigeria est historiquement un centre religieux du peuple Yoruba et abritait autrefois leur royauté. Il est très probable que l'individu représenté dans la pièce soit un ancien dirigeant Yoruba ayant régné pendant le XIVe ou le XVe siècle. En 1938, les historiens et archéologues occidentaux avaient une faible opinion de l'histoire et de la culture africaine, croyant les cultures africaines antérieures incapables de produire un art significatif. La tête d'If est l'une des nombreuses découvertes qui ont aidé à briser cette perception. Elle est considérée comme une relique culturelle si importante au Nigeria que des images d'elle apparaissent dans le branding et les logos de nombreuses entreprises et organisations nigérianes modernes, des écoles aux banques. Le Shiva de Parel. Les sculptures, gravures et autres dédicaces au dieu hindou Shiva ne sont guère rares en Inde, mais peu ont autant d'importance que le relief de Parel, parfois également connu sous le nom de Shiva de Parel. Ce relief monolithique a été daté de la fin de la période Gupta, ce qui signifie qu'il a été réalisé soit vers la fin du 5e siècle, soit au début du 6e. Bien qu'il soit de couleur brun-vert aujourd'hui, il a été initialement fabriqué à partir de granit blanc et présente 7 images différentes de Shiva. Sont également représentés 5 musiciens Ghana, identifiables à leur proportion diminutive. Ceux dans le bas à droite de la pièce ne sont guère plus que des esquisses, ce qui implique que le relief de Parel a peut-être été abandonné avant d'être terminé. Son importance vient du fait qu'il date de la même période que les reliefs mondialement célèbres des grottes d'Elephanta. Il a certains aspects en commun avec ces reliefs, mais n'est pas considéré comme l'œuvre du même artiste. L'artefact est inscrit comme monument protégé au niveau national en Inde depuis 1985. Anneau de Sénitianus. Lorsque John Ronald Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux, il est possible qu'il se soit inspiré de l'artefact connu sous le nom d'Anneau de Sénitianus et de sa tablette de malédiction associée. Le nom de l'anneau est trompeur, car Sénitianus était un voleur. L'anneau appartenait à l'origine à un homme nommé Silvianus, qui était extrêmement en colère lorsque sa précieuse possession lui a été prise il y a environ 1600 ans. Silvianus a cherché conseil auprès de sorcières et a conçu une malédiction visant non seulement Sénitianus, mais aussi toute autre personne qui prendrait possession de l'anneau à l'avenir et a gravé la malédiction sur une tablette de plomb. Le National Trust britannique ne semble pas trop s'inquiéter de la malédiction, cependant, car il leur appartient maintenant et il est exposé à l'intérieur du manoir Vine à Basingstoke, dans le Hampshire, aux côtés de la plaque. Silvianus n'a pas expliqué pourquoi il était si sûr que Sénitianus avait pris son anneau en or massif, mais son inscription avertit qu'il a fait don de la moitié de sa valeur au temple de Nodens pour s'assurer que les dieux infligeront des maladies aux détenteurs de l'anneau jusqu'à ce qu'il soit apporté au temple. Il avait raison sur ses soupçons, car la gravure à l'intérieur de l'anneau dit « Sénitianus, puisses-tu vivre avec Dieu ». Nous n'avons aucune information sur la santé de Sénitianus, donc nous ne pouvons pas dire si la malédiction a été efficace. Bague abac chinoise. La ligne des avancées technologiques qui a abouti à la création de l'ordinateur a commencé avec l'invention de l'abac. Si nous acceptons cette affirmation comme un fait, alors nous pouvons considérer cette minuscule bague abac chinoise comme la première pièce de technologie portable au monde. Cette impressionnante pièce de joaillerie pratique a été fabriquée il y a environ 300 ans pendant la dynastie Qing chinoise. Le dispositif est carré et mesure seulement un demi-centimètre de haut et de large. Vous auriez besoin de transporter une très petite épingle avec vous pour en tirer une utilité pratique. Il est tout simplement trop petit et délicat pour être actionné avec les doigts. Ces bagues étaient utilisées par les commerçants et les propriétaires de stands de marché pour calculer rapidement les prix sur place afin qu'ils puissent convenir d'achat ou de vente. Malheureusement, l'histoire ne nous dit pas quand la première bague a été fabriquée ou qui a eu l'idée. Qui que soit cette personne, elle a inventé une aide mathématique sur place qui ne serait pas surpassée avant l'invention de la calculatrice électronique dans les années 60. La plus vieille paire de jeans. En décembre 2022,
La plus vieille paire de jeans survivante au monde a été vendue aux enchères pour 114 000 $. Les jeans sont un peu endommagés par l'eau, mais cela n'est guère surprenant étant donné comment et où ils ont été trouvés. Ils ont été découverts dans un coffre à l'intérieur d'une épave de navire au large de la côte de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 1857. Il est probable qu'ils appartenaient à un mineur qui était en Caroline du Nord en raison de la ruée vers l'or de la région. Ce qui fait que les historiens sont enclins à décrire ce pantalon comme des jeans plutôt que tout autre type de pantalon et la présence d'une braguette à 5 boutons. Le navire sur lequel ils ont été trouvés est le SS Central America, connu des archéologues et des historiens comme le navire d'or en raison de la quantité énorme d'artefacts précieux trouvés dans son épave. Après avoir été découvert en 1988, l'épave a jusqu'à présent donné plus de 21 tonnes d'artefacts, y compris plusieurs tonnes de pièces d'or. Le coffre contenant les jeans appartenait à un homme qui vivait en Oregon. Il avait été spéculé qu'il pourrait même être un produit Lévi-Strauss précoce, mais cela n'a pas été vérifié. Portrait ancien. Le plus vieux portrait au monde d'un être humain vivant est plus petit qu'un pouce humain et vient de Dolní Věstonice en Moravie, en Tchéquie. Celui qui a sculpté ce petit portrait en ivoire de mammouth l'a fait il y a 26 000 ans pendant la dernière période glaciaire. La plupart des historiens conviennent que la minuscule sculpture représente une femme adulte, avec ses cheveux attachés au sommet de sa tête, mais une frange atteignant son front. Une autre interprétation moins populaire est qu'elle porte un chapeau en fourrure. Il existe des représentations d'humains bien plus anciennes que celle-ci, mais les experts disent que cette pièce est différente parce que le visage a des traits distinctifs, la rendant plus susceptible d'être un portrait de quelqu'un que l'artiste connaissait, ou peut-être de l'artiste elle-même, plutôt qu'une représentation généralisée de la forme humaine. Certains historiens ont spéculé que l'artiste a pu trouver le sujet intéressant parce que son visage était inhabituel. L'un de ses yeux est grand ouvert, mais l'autre est fermé et représenté par une fente. Il est possible qu'elle ait eu un AVC ou un autre problème médical, mais évidemment, nous ne saurons jamais avec certitude. Chaussures vieilles de 5500 ans. Il est souvent dit que pour comprendre une personne, il faut parcourir 1 kilomètre dans ses chaussures. Alors, que pouvons-nous vraiment dire d'une personne à partir de ses chaussures? Eh bien, cela dépend de la chaussure et de l'endroit où elle a été trouvée. Dans ce cas, il s'agit d'une chaussure vieille de 5500 ans de l'Arménie, découverte dans une grotte en juin 2010 et considérée comme la plus vieille chaussure en cuir du monde. Cette modeste pièce de chaussure a été fabriquée à partir d'un seul morceau de cuir de vache et moulée pour s'adapter parfaitement aux pieds de son propriétaire, environ 1000 ans avant que les pyramides de Gizeh ne soient construites. Curieusement, la chaussure était remplie d'herbe lorsqu'elle a été découverte. Les archéologues sont divisés sur le fait que l'herbe servait à garder la chaussure au chaud lorsqu'elle était portée ou à maintenir sa forme après avoir été retirée. Ils ne savent pas non plus si elle était portée par un homme ou une femme. C'est une taille 7 en tailles américaines pour femmes, mais comme les hommes de l'époque étaient beaucoup plus petits qu'aujourd'hui, cela ne confirme pas nécessairement quoi que ce soit. Pour répondre à notre question initiale, nous supposons qu'on ne peut vraiment pas découvrir grand-chose sur une personne à partir de ses chaussures, à part le fait que les chaussures en cuir sont apparemment restées à la mode pendant plusieurs millénaires. Le livre de Kells. Le livre de Kells a été décrit par certains historiens comme le plus grand trésor de l'Europe médiévale. Il est également connu sous le nom de Livre de Columba et est un manuscrit illustré des évangiles, écrit en latin et datant du IXe siècle. Les experts ne sont pas entièrement sûrs du pays dans lequel le manuscrit a été écrit, mais ils sont confiants qu'il s'agissait d'un monastère columbanien en Angleterre, en Écosse ou en Irlande. Les évangiles, tels qu'ils apparaissent dans le livre de Kells, sont tirés de la Vulgate, mais incluent également des passages de versions plus anciennes de la Bible. Outre le surnom de plus grand trésor de l'Europe médiévale, le livre de Kells a également été appelé le chef-d'œuvre ultime de la calligraphie occidentale et le plus grand accomplissement de l'enluminure insulaire. L'analyse de l'écriture suggère que les manuscrits sont l'œuvre d'au moins 3 scribes différents, et possiblement plus. Les chercheurs croient qu'il a une finalité sacramentelle plutôt qu'éducative. Il serait resté sur le maître-autel d'une église et aurait probablement été utilisé uniquement pour la lecture de l'évangile pendant la messe. Même si vous n'êtes pas religieux, vous pouvez apprécier la beauté de l'artefact. Thème mystérieux. Au Cambodge, un lieu envahi par une végétation dense et oublié par le temps, un archéologue a rencontré une découverte qui défierait les frontières de la connaissance humaine. Dans une grotte cachée dans les profondeurs de la jungle de Cardamome, a été trouvée la créature titanesque connue sous le nom de Gigantopithecus naga.
La découverte, surnommée le gardien d'Angkor, s'est révélée être une espèce inconnue de primates géants qui possédait une structure osseuse curieuse et un crâne allongé avec des dents tranchantes, suggérant un régime alimentaire à la fois herbivore et carnivore. Par la disposition des vertèbres, on présume que cette créature pouvait se dresser sur 2 jambes. Les théories qui circulent sur le Gigantopithecus naga sont variées. Certains croient qu'il soit un ancêtre sacré des Nagas, des serpents mythiques révérés dans la culture khmer, tandis que d'autres postulent que la créature pourrait avoir été l'inspiration pour les démons qui gardent les temples anciens de la région. Cette trouvaille réécrit non seulement la paléontologie du sud-est asiatique, mais aussi la mythologie locale. Les inscriptions trouvées sur les murs de la grotte suggèrent que le Gigantopithecus naga était vénéré comme un dieu gardien par les anciennes civilisations de la région, peut-être jusqu'à l'époque de l'Empire khmer puissant. Bien que le monde attende avec impatience davantage de recherches, les archéologues gardent le lieu comme un secret sacré, permettant aux gardiens d'Angkor de reposer en paix, tandis que les légendes du Cambodge acquièrent un nouveau chapitre, aussi énigmatique que réel. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Coupe de vin de Shah Jahan. La coupe de vin de Shah Jahan est exactement ce à quoi cela ressemble. C'est une coupe de vin et elle appartenait à Shah Jahan, l'empereur moghol du XVIIe siècle. Cette description basique ne rend cependant pas justice à l'artefact. La coupe de l'empereur est faite de jade néphrite blanc et arbore un motif cachemire, complété par une poignée en forme de bélier. Son piédestal est façonné comme une fleur de lotus et des feuilles d'acanthe, et une inscription qui court autour de la base se lit « Deuxième seigneur de la conjonction », identifiant Shah Jahan comme second seulement à Timur, le puissant dirigeant dont tous les Moghols et l'empereur moghol étaient descendants. Les scientifiques ont pu prouver qu'elle a été fabriquée en Inde, mais nous ne connaissons pas le nom de l'artiste qui l'a créée. Aujourd'hui, la coupe est au Victoria and Albert Museum à Londres en Angleterre, ayant été acquise par le colonel Charles Seton Guthrie après la rébellion indienne de 1857. Ce n'est qu'un simple récipient à boire à certains égards, mais c'est un très beau. Un empereur moghol ne pouvait pas être attendu à boire son vin dans autre chose. Carte à jouer ancienne. Dans les années 70, un antiquaire basé à Amsterdam a acheté un jeu de cartes pour 2800 $ sur l'évaluation qu'elle datait du XVIe siècle. L'antiquaire était astucieux et pensait que les 52 cartes du sud des Pays-Bas pourraient être plus anciennes que cela. Il avait raison. Il lui a fallu 5 ans et beaucoup de recherches pour prouver sa thèse, mais il a finalement pu démontrer que les cartes avaient été fabriquées entre 1465 et 1480 sur la base du style et du contenu des images sur les cartes, des filigranes et même des coiffures des figures de la cour bourguignonne que les cartes dépeignent. Les filigranes sont particulièrement importants car ils sont d'un type qui était commun aux Pays-Bas pendant ces années. Avec son âge révisé, ceci est maintenant le plus ancien jeu de cartes à jouer au monde. Au lieu des diamants, cœurs, trèfles et piques que nous connaissons aujourd'hui, elle présente des cornes, des nœuds de gibier, des attaches et des colliers de chiens. L'antiquaire a pu vendre le jeu au Met Museum à New York aux États-Unis pour 143 000 $, un énorme retour sur son investissement initial. Bureau royal. Puisque nous parcourons le contenu du Victoria and Albert Museum, parlons du bureau d'écriture d'Henry VIII. Le monarque Tudor est l'un des plus notoires d'Angleterre, connu dans le monde entier pour s'être marié 6 fois et avoir fait décapiter 2 de ses épouses. Peut-être que ces ordres ont été rédigés à ce bureau, qui a été fabriqué en 1525. Il a été réalisé par l'atelier royal du roi et est recouvert de motifs ornementaux associés aux Tudors. Étrangement pour l'Angleterre de l'époque, tous les symboles religieux sur sa surface ne sont pas chrétiens. Il y a également des représentations de Vénus et Mars, qui sont tous deux basés sur des gravures sur bois réalisées par l'artiste allemand Hans Bruckmer. Le blason de Catherine d'Aragon apparaît également sur le bureau. Elle était la première épouse d'Henri, mais la présence de son blason ne signifie pas nécessairement que le bureau n'a plus été utilisé après la fin du mariage. Henri a pu divorcer d'elle, mais il ne l'a pas fait exécuter et lui est resté attaché même après la fin du mariage. En fait, quelqu'un utilisait encore le bureau aussi récemment qu'au XVIIIe siècle, période à laquelle ses poignets en boucle et ses pieds en boule ont été ajoutés. Le tapis d'Ardabil. Le tapis d'Ardabil n'est pas un seul tapis, il y en a 2. Cependant, lorsque la plupart des gens utilisent le terme, ils font référence à un très grand tapis persan que l'on peut maintenant trouver au Victoria and Albert Museum à Londres, en Angleterre.
Il y a cependant une controverse autour du plus grand tapis, car il a été reconstruit au XIXe siècle et il semble que des sections du plus petit tapis aient été utilisées pour aider à reconstruire le grand. Dans sa forme et taille actuelle, le tapis mesure 10 mètres de long et 5 mètres de large. Ce qui reste du plus petit est actuellement au Los Angeles County Museum of Art aux États-Unis d'Amérique. Le style des deux tapis est typique du design de Tabriz, avec des médaillons au centre et des dessins ornés entourant les médaillons centraux. Il est conçu pour refléter l'apparence des jardins persans, qui sont considérés comme des symboles du paradis par les musulmans. Heureusement, il y a une cartouche sur le plus grand des tapis qui le date de 1539. C'est la date vérifiable la plus ancienne sur n'importe quel tapis persan. Siège rituel Taino. Voici une relique d'une culture qui existait en Amérique centrale avant l'arrivée de Christophe Colomb et des Espagnols. C'est le siège rituel Taino. Fabriqué en bois et en or, le siège prend la forme d'un être humain à 4 pattes. Fait inhabituel pour un artefact en bois, les experts ne sont pas sûrs de la date de sa fabrication. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que cela s'est passé quelque part entre le début du XIIIe siècle et la fin du XVe. Le siège rituel Taino a été trouvé dans une grotte près de la ville de Saint-Domingue, qui est en République dominicaine, mais il pourrait y avoir été déplacé pour être mis en sécurité. Le bois dont il est fait vient en réalité de la Jamaïque. Le nom correct pour un siège sculpté comme celui-ci est un duho, et des duos peuvent être trouvés dans les maisons des chefs Taino à travers les Caraïbes. Les Taïnos étaient parmi les premiers peuples que Colomb a rencontrés dans les Amériques à une époque où leur civilisation existait depuis 7000 ans. Selon les registres de l'époque, les chefs Taino s'asseyaient sur ces chaises et fumaient des drogues hallucinogènes. Il y a des traces de graines de jojoba dans un bol attaché à la chaise, ce qui semble confirmer l'exactitude des histoires. Codex Xuchnutal. Notre prochain artefact porte deux noms. Il est connu sous le nom de Codex Tonindai, mais il est également connu sous le nom de Codex Xuchnutal. Ce codex incroyablement bien préservé, plié en accordéon, est une collection précolombienne de pictographie mixte. Il n'existe que 16 manuscrits mexicains survivants qui peuvent être vérifiés comme entièrement précolombiens, et celui-ci est l'un des plus importants. Le nom de Codex Xuchnutal vient de l'archéologue américaine Zelia Nuttall qui a publié le codex en 1902 et de la baronne Xuch qui a sponsorisé son travail. Les experts disent que le codex a été fabriqué au XIVe siècle. Il contient 47 pièces de peau d'animal pliées ensemble comme un écran, couvertes de peintures vives. Ces peintures contiennent notre seul enregistrement de la vie et des réalisations de plusieurs dirigeants d'Oaxaca, une cité-État mixtèque. Au cours des XIe et XIIe siècles, les réalisations du seigneur Huitzer Griffe de Jaguar sont particulièrement vénérées, indiquant qu'il était le plus grand dirigeant de la cité-État. Nous avons de la chance que le codex ait survécu à la brutalité de l'invasion espagnole. Après quoi, il a trouvé son chemin jusqu'au monastère de San Marco à Florence, avant de finir finalement au British Museum. Pierres mensongères de Beringer. Les pierres mensongères de Beringer sont un rappel durable que personne n'est trop intelligent pour être dupé. Les pierres sont taillées à la forme de plusieurs animaux mythiques et ont été trouvées par le professeur Johann Bartholomäus Adam Beringer en 1725. À l'époque, le professeur était doyen de la faculté de médecine à l'université de Würzburg en Allemagne. Au début du XVIIIe siècle, personne n'avait vraiment défini ce qu'était un fossile. Beringer avait entendu parler de fossiles, cependant, et parce que ces morceaux de pierre ressemblaient à des animaux, il pensait qu'ils étaient des fossiles. Il est arrivé à cette conclusion malgré le fait que le nom hébreu de Dieu était gravé sur la surface de certains d'entre eux. Au lieu d'être rebuté par cela, il l'a pris comme un signe que les animaux étaient d'origine divine. Il a écrit un livre sur ces pierres, mais peu après sa publication, il a découvert que les pierres avaient été plantées pour qu'il les trouve par un autre professeur de l'université qui pensait que Beringer était arrogant et voulait lui faire une blague. Beringer a traduit le faussaire en justice pour avoir sali son nom et a gagné son procès, mais sa réputation endommagée ne s'est jamais rétablie. Chaudron de Gundestrup. Le chaudron de Gundestrup est remarquablement bien conservé pour un récipient en argent qui existe depuis 2200 ans. C'est une relique de l'âge du fer romain et est le plus grand exemple connu d'orfèvrerie de l'âge du fer jamais découvert en Europe, avec un diamètre de 68 cm et une hauteur de 43 cm. Le chaudron était en morceaux lorsqu'il a été découvert dans un marais de tourbe près de Gundestrup, au Danemark, en 1891, mais il a depuis été soigneusement reconstitué. De nos jours, vous le trouverez à l'intérieur du Musée national du Danemark dans la capitale du pays, Copenhague.
Les différentes plaques qui composent l'artefact sont décorées de travaux de repoussés, martelés par derrière pour pousser l'argent dans la forme souhaitée. Une fois cela fait, l'artisan ou les artisans anciens qui ont travaillé sur la pièce ont ajouté un dorure extensive et même incrusté du verre pour les yeux des différentes figures représentées. Le style du chaudron de Gundestrup n'est pas typique de l'art scandinave de l'époque et peut plutôt être d'origine thrace ou gauloise. Pour ajouter au mystère, les scènes à sa surface sont un mélange d'iconographie du Proche-Orient et de mythes et légendes celtiques. La cuirasse de Xur-Essef. Elle porte ce nom parce qu'elle a été trouvée à l'intérieur d'une tombe de l'époque punique, près de la cuirasse de Xur-Essef en Tunisie en 1909. Bien qu'elle puisse ressembler à un bel objet décoratif, c'est en fait une pièce d'armure corporelle, spécifiquement une cuirasse. Les experts croient qu'elle a près de 2300 ans et pensent qu'elle a été fabriquée par les occupants pré-romains italiques du sud de l'Italie. L'explication la plus probable de sa présence en Tunisie est qu'elle appartenait à un guerrier, probablement assez haut gradé, qui était dirigé par Hannibal dans la deuxième guerre punique entre 211 et 203 avant Jésus-Christ. Nous devons noter que tous les experts ou historiens ne sont pas d'accord avec cette opinion. Cela est en partie dû au fait que la tombe dans laquelle elle a été trouvée est typique de la Tunisie de l'époque, ce qui suggère que la personne enterrée n'était pas un étranger. De plus, certains des autres artefacts trouvés dans la tombe datent d'avant la première guerre punique, sans parler de la seconde. Il semble que la seule chose concernant la cuirasse de Xur-Essef sur laquelle les experts peuvent s'accorder est sa beauté. Tunnel de Palinnos. Notre prochaine découverte s'appelle le tunnel de Palinnos, bien qu'il serait plus précis de le décrire comme un aqueduc qu'un tunnel. Cet incroyable exploit de construction ancienne mesure exactement 1036 mètres de long et traverse le mont Castro à Samos en Grèce. Tailler à la main un tunnel de cette taille il y a 2600 ans aurait été un travail difficile, peu importe comment cela aurait été fait. Mais dans ce cas, c'est seulement le deuxième tunnel de l'histoire connu pour avoir été simultanément excavé des deux extrémités en utilisant une approche basée sur la géométrie. Telle est l'importance du tunnel qu'il est à la fois un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et un monument historique international du génie civil. Nous connaissons l'histoire complète du tunnel car, heureusement, Hérodote en a beaucoup écrit. Il a salué les Samiens pour avoir construit 3 des plus grands exploits d'ingénierie du monde grec, dont l'un était le tunnel. Hérodote l'estimait à 1,6 km de long, 2,4 m de haut et 2,4 m de large. Il était proche à tous égards. C'est grâce à Hérodote que nous connaissons le nom de l'ingénieur responsable des travaux, Eupalinos, fils de Nostrophus. Le garçon doré. Une momie récemment étudiée en Égypte a été surnommée le garçon doré. En se basant sur ce qui est contenu dans ces bandelettes, il aurait peut-être été plus approprié de le surnommer le garçon amulette. Nous ne connaissons pas encore le nom du garçon, mais nous savons qu'il était adolescent lorsqu'il est décédé et qu'il appartenait à une famille très aisée. Il a été enterré couvert de fougères avec un masque facial en or, d'où vient son surnom. La momie a été découverte quelque part dans le sud de l'Égypte en 1916, puis stockée dans le sous-sol du musée égyptien du Caire sans jamais être exposée au public. Cela pourrait maintenant changer après que des scans effectués en janvier 2023 ont révélé la présence de pas moins de 49 amulettes cachées sur et autour de sa personne. Elles comprennent un scarabée en or en forme de cœur placé à l'intérieur de sa cavité thoracique et une amulette en or en forme de langue à l'intérieur de sa bouche. Les anciens Égyptiens croyant que les amulettes offraient protection et avantages pour les individus dans l'au-delà. Apparemment, la famille de ce garçon pensait qu'il avait besoin de plus de protection que la plupart. Les scarabées de cœur étaient censés faire taire le cœur au jour du jugement, pour qu'il ne parle pas mal du défunt. Donc, peut-être que cela était considéré comme un problème potentiel. Cercueil dans la cathédrale de Leicester. À la fin de 2022, une partie de la cathédrale de Leicester en Angleterre a été démolie pour faire place à un nouveau centre de visiteurs. Dans le cadre du processus, les archéologues ont été autorisés à étudier la zone avant le début des travaux de construction. Ce faisant, ils sont tombés sur les restes d'un chirurgien notable à l'intérieur d'un cercueil de plomb. Le cercueil appartient à Edward Entwistle Wilkinson, qui fut le premier médecin résident à l'asile de fous du comté de Leicestershire et de Rutland, charmantement nommé, à partir de 1836. Plus de 1000 sépultures ont été trouvées jusqu'à présent par les archéologues, toutes devant probablement être déplacées. Les archives locales indiquent que le cimetière a ouvert dans les années 1820 et a fermé en 1856 lorsqu'il était plein.
Durant 17 ans à son poste, Wilkinson est crédité d'avoir étendu la pharmacie, commencé la pratique de la plantation médicinale dans les jardins de l'hôpital et acquis une voiture d'infirmerie pour les accidents, ce que nous décririons aujourd'hui comme une ambulance. Décrit comme compatissant et capable, Wilkinson est considéré comme ayant considérablement fait avancer la médecine à Leicester durant sa vie. Il aurait pu accomplir davantage s'il n'avait pas contracté la fièvre typhoïde et décédé à l'âge de 50 ans, expliquant ainsi pourquoi il a été inhumé dans un cercueil de plomb. Trésor de sacrifice. Lorsque les archéologues parlent de dépôts sacrificiels, ils ne parlent pas toujours de sacrifices humains ou animaux. Ils veulent simplement dire des objets que les gens ont sacrifiés dans l'espoir de gagner les faveurs de leurs dieux. Des archéologues en Pologne ont passé le mois de janvier 2023 à fouiller un marais de Turba-Chełmno et ont trouvé une collection de trésors en bronze à l'intérieur d'un tel dépôt. Ils croient que la majorité des artefacts qu'ils ont trouvés ont environ 2500 ans. Bien que ce soit un marais de tourbe aujourd'hui, cela aurait été un lac à l'époque. La découverte initiale a été faite par des détecteurs de métaux amateurs qui ont informé avec enthousiasme les professionnels des premiers objets qu'ils ont trouvés, provoquant une ruée alors que les professionnels se dirigeaient vers le site. Parmi la prise énorme se trouvent des jambières, des bracelets, des colliers et des broches. Il y a aussi des morceaux de cordes et des outils faits de bois de cerf dans le marais, bien que ceux-ci ne soient peut-être pas liés aux objets en bronze. Plus de 100 morceaux d'os humains ont également été trouvés, mais ceux-ci peuvent à nouveau ne pas être liés aux découvertes en bronze. Les personnes qui ont fait les dépôts appartenaient probablement à la culture lusacienne, qui existait en Pologne, en Slovaquie, dans l'est de l'Allemagne et en Tchéquie pendant l'âge du bronze tardif et l'âge du fer précoce. Les habitations troglodytiques de Puille. Les habitations troglodytiques de Puille sont abandonnées aujourd'hui, mais pendant 600 ans, elles étaient pleines de vie. En forme et fonction, c'est un pueblo abandonné dans le canyon de Santa Clara près d'Espagnola au Nouveau-Mexique. Le gouvernement des États-Unis l'a déclaré monument historique national en 1966. Un pic d'environ 1500 pueblos a vécu dans les habitations troglodytiques de Puille entre les années 900 et 1580, cultivant de la nourriture, chassant du gibier et vivant généralement un style de vie communautaire. Après être arrivés au Xe siècle, ils ont progressivement sculpté et développé 2 niveaux d'habitation dans la falaise, incluant des chemins, des escaliers et des échelles, tous taillés dans la roche solide. Le niveau inférieur fait plus d'1 kilomètre de long, mais le second niveau n'a qu'environ un tiers de cette longueur. Les archéologues ont exploré et compté 740 pièces à la base de la falaise, bien qu'ils croient que plusieurs habitations auraient pu exister dans chaque pièce. Juste au centre du complexe de la falaise se trouve une grande place qui aurait probablement été le centre de la colonie. Les gens auraient même pu y vivre encore aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu une sévère sécheresse à la fin du XVIe siècle qui a forcé ses occupants à partir. Reliques de l'époque byzantine. Le parc national de Jérusalem est entouré de murs, et certains de ces murs contiennent d'anciens secrets. En 2011, cette petite boîte charmante décorée a été trouvée dans une crevasse de l'un des murs, apparemment placée là intentionnellement. La découverte a été faite par des archéologues de l'autorité des antiquités israéliennes, qui disent que c'est une relique de l'époque byzantine. Cela signifie que la boîte a probablement entre 1400 et 1500 ans. Après avoir soigneusement ouvert la boîte, les experts ont trouvé des dessins de 2 figures sur un fond en feuilles d'or. Selon toute probabilité, l'artefact est susceptible d'être une boîte de prière. Elle ne mesure guère qu'1 cm de long et moins d'1 demi-centimètre de large, et a été délicatement taillée dans un os de chameau. L'utilisation d'objets cultuels comme celui-ci pour des prières réalisées en dehors des églises était une pratique connue dans le monde chrétien de l'époque, mais c'est une découverte inhabituelle pour le Jérusalem du 5e siècle. Nous en saurions plus sur l'objet s'il était possible d'identifier les 2 figures peintes à l'intérieur de la boîte, mais malheureusement, les images se sont estompées au fil du temps. Le monument de Pocotia. Les anciens Sumériens sont crédités de nombreux premiers mondiaux, mais nous ne sommes pas sûrs de combien de premiers mondiaux ils étaient vraiment responsables. Ils pourraient ou ne pourraient pas, par exemple, avoir inventé le premier langage écrit au monde. Ils pourraient même avoir créé la première religion organisée au monde. Voici autre chose qu'ils pourraient avoir fait, naviguer jusqu'en Bolivie. Cela semble presque impossible à croire, mais comment expliquer autrement l'existence du monolithe de Pocotia? L'objet est également connu sous le nom de monument de Pocotia, car certains experts sont réticents à l'appeler un monolithe en raison de sa petite taille. Ce qui en fait un artefact controversé, ce sont les inscriptions qui couvrent ses faces, qui semblent être proto-sumériennes. Elles peuvent même être traduites du proto-sumérien.
Si vous le faites, vous constatez que le message du monolithe est que le monument est un oracle et est la seule source de vérité absolue dans le monde. Il poursuit en disant que son message devrait être porté à chaque partie de la planète. Il n'est pas déraisonnable de croire que les Sumériens pensaient avoir découvert une vérité universelle et voulaient que le monde entier en entende parler. Mais comment diable ont-ils amené cet artefact en Bolivie il y a des milliers d'années? Trésor de pièces romaines anciennes. En mai 2022, les amis et détectoristes Dave Allen, Mick Ray et Robert Abbott se sont lancés dans un voyage de camping et de détection vers un site dans le Wiltshire, en Angleterre. À leur grande surprise, ils ont découvert un trésor de 161 pièces romaines anciennes juste en dessous de leur camping. Les pièces ont été trouvées à seulement 6 pas de l'endroit où ils avaient planté leur tente, dans un champ non loin du village ancien de Pusey. Il est trop tôt pour dire exactement ce que les pièces sont susceptibles de valoir, mais on peut supposer en toute sécurité que l'évaluation se chiffre en dizaines de milliers de dollars. Une part significative de la valeur provient d'une seule pièce de silice romaine, qui a environ 1600 ans et est extrêmement rare. Il y a d'autres pièces de silice dans le trésor, ainsi que des pièces de 1000 rances, toutes frappées entre 340 et 402. Les pièces sont dans un état presque neuf, beaucoup d'entre elles sont dans un meilleur état que les pièces que vous êtes susceptibles de porter dans votre poche, portefeuille ou sac à main. Il est très probable que les pièces nouvellement frappées aient été enterrées délibérément lors des dernières années de la présence de l'Empire romain en Angleterre par des citoyens cherchant à protéger leurs richesses des raids saxons. Mosaïques de l'époque byzantine. Il y a peu de découvertes anciennes plus agréables à regarder qu'une mosaïque bien faite, alors regardons-en une tout de suite. Cette magnifique pièce d'art de sol est une mosaïque de l'époque byzantine qui a été découverte par l'autorité des antiquités israéliennes à Kibbutz Beit Kama en 2013. Selon les experts responsables de la découverte, la mosaïque a environ 1500 ans. La même équipe d'archéologues a finalement mis au jour les restes d'une ancienne colonie sur le site, mais la mosaïque reste la partie la plus jolie. Elle est de telle taille, 12 mètres de long et 7 mètres de large, qu'elle a dû faire partie d'un bâtiment public. La mosaïque représente une variété d'objets et de dessins, y compris des amphores du type utilisé pour transporter du vin, des ponts, des colombes, mangeant des raisins et des motifs géométriques. Aucun des symboles ne serait considéré comme inhabituel en soi, mais il est inhabituel que tant de dessins aient été inclus dans une seule mosaïque. La fonction du bâtiment, qui semble également avoir inclus de grandes piscines communales, est inconnue. Cela ressemble beaucoup à des bains publics pour nous, mais les experts en Israël pensent différemment. Takht Soleiman. Il y a quelques titres magnifiques que nous pouvons donner au site archéologique de Takht Soleiman dans le nord de l'Iran. Nous pourrions l'appeler le temple ultime du zoroastrisme. Nous pourrions également dire que c'est le site le plus important que l'empire sassanide ancien ait jamais construit. C'est un site ancien étonnant situé dans une belle vallée entourée de montagnes volcaniques, mais presque personne dans le monde occidental ne sait même qu'il existe. Takht Soleiman est l'un des plusieurs sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Iran et est considéré comme ayant été construit au VIe siècle avant d'être partiellement démoli, puis reconstruit et agrandi pendant la période ilkhanide du XIIIe siècle. Il a été utilisé comme palais après le XIIIe siècle, mais avant cela, le site contenait un temple du feu, un temple d'Anaïta et une petite structure en flanc de colline connue sous le nom de prison de Salomon. En remontant encore plus loin, le monticule sur lequel le site existe est artificiel et a été créé il y a environ 2500 ans. À un moment non identifié dans le passé, un mur a été construit autour de la totalité de Takht Soleiman avec des portes pour contrôler l'accès. Il semble donc que, en plus d'être un palais, cet endroit était en effet autrefois une prison. Sabre courbe. En juin 2022, des archéologues ont trouvé un sabre courbe sur le site d'un monastère chrétien fortifié dans le nord de la Grèce. Cependant, le sabre n'est pas d'origine grecque. Les experts sont assez sûrs qu'il est turc et ils pensent qu'il pourrait avoir appartenu à un pirate. Des armes comme celle-ci sont de très rares découvertes parce que le fer dont elles sont faites rouille généralement complètement en quelques centaines d'années. Cette lame est une survivante d'un raid sur le monastère qui a eu lieu au XIVe siècle. C'est la forme courbe de la lame qui fait penser aux historiens qu'elle peut avoir appartenu à un pirate, car des lames courbes à un seul tranchant étaient connues pour être utilisées par des groupes de raids pirates, mais presque par personne d'autre. Pour donner au monastère où elle a été trouvée son nom complet, c'était le monastère d'Agios Nikolaos de Chrysokamaros, nommé en l'honneur d'un saint local à la région.
Il a été pillé pas moins de 3 fois au cours du XIVe siècle, et il ne sera probablement jamais possible de déterminer lequel des raids a conduit à l'abandon de l'épée. La tour du monastère aurait été bien plus haute que sa hauteur actuelle de 5 mètres à l'époque, et aurait été entourée par un mur de roche granitique de 2 mètres d'épaisseur. Malheureusement, cela ne l'a pas empêché d'être finalement détruit par le feu. Tablette de malédiction. Commençons par le thème des découvertes de l'époque romaine et examinons les tablettes de malédiction de Bath. Elles portent ce nom parce qu'elles ont été trouvées dans la ville de Bath en Angleterre entre 1979 et 1980. Il y en a 130 au total, toutes étant des tablettes de malédiction. Dans chaque cas, les tablettes invoquent la déesse romano-celtique Sulis Minerva, à la fois déesse mère et agent de malédiction, pour aider l'auteur à localiser ses biens volés et à apporter le malheur à ceux responsables des vols. Il semble que le vol était un problème commun aux bains romains de Bath entre le IIe et le IVe siècle. Ainsi, on pourrait dire que ces artefacts sont des tablettes de malédiction de Bath à plus d'un titre. Les objets spécifiés comme étant volés incluent de l'argent, des pierres précieuses, des bijoux et des vêtements. Certaines des malédictions sont plus spécifiques que d'autres. Par exemple, l'une d'elles dit « Docimédis a perdu 2 gants et demande que le voleur responsable perde son esprit et ses yeux dans le temple de la déesse. » Fait intéressant, certaines des inscriptions semblent être des imitations d'écriture créées par des personnes illettrées tentant de maudire des gens malgré leur incapacité à exprimer leurs pensées par écrit. Tablette d'écriture romaine en bois. L'archéologie n'est pas toujours un travail glamour. En janvier 2023, des archéologues en France se sont retrouvés à fouiller un ensemble de puits et de latrines anciens. Ils sont heureux de l'avoir fait, car ils ont trouvé une tablette d'écriture romaine en bois avec des traces de lettrage à l'encre encore visibles à sa surface. La découverte était la meilleure parmi un ensemble qui comprenait du bois, du cuir, des céramiques et, pour utiliser une meilleure expression, des restes organiques. Tous les artefacts proviennent d'une fenêtre de temps entre le 1er et le 3e siècle. Il est rare que des artefacts en bois survivent dans le sol aussi longtemps, mais dans ce cas, la tablette d'écriture a survécu parce que le sol était tellement saturé d'eau. En fait, cela pourrait avoir un rapport avec les latrines. Malheureusement, le lettrage sur l'artefact est si faible qu'il ne peut pas être lu. C'est une découverte récente, cependant, il est donc possible qu'après des travaux de conservation, il soit possible de lire le message à l'aide de la technologie. Peut-être est-ce un rappel que tout le monde devrait se laver les mains après avoir utilisé les latrines avant de retourner au travail. Char de l'âge du fer. En 2021, un fragment d'un char de l'âge du fer a été trouvé à Eastbridge, dans le Suffolk, en Angleterre, lors des travaux préparatoires pour le projet de centrale nucléaire de Sizewell. La découverte est considérée comme tellement significative qu'elle n'a pas été rapportée avant janvier 2023. Le fragment de char est parti d'un essieu en bois et est exceptionnellement rare. Les scientifiques ont analysé l'artefact et déterminé qu'il est fait de bois de noisetier et a au moins 2100 ans. Il pourrait être plus proche de 2500. L'essieu a été trouvé à l'intérieur d'un puits que les experts croient avoir été creusé comme un point d'eau pour le bétail. Il ne s'est pas retrouvé là par accident. Le bois a été brisé et brûlé et a été trouvé entouré d'autres morceaux de bois carbonisés qui pourraient provenir du même char. Malgré l'acte de destruction délibéré, la majeure partie du fuseau pour le moyeu de la roue survit, tout comme une partie du lit de l'essieu. Plutôt que de faire partie d'un rituel, il est possible que le bois ait été réutilisé dans une tentative pour empêcher le point d'eau de s'effondrer dans le sol sableux. C'est un aperçu très rare et très précieux de la technologie britannique de l'âge du fer. Texte d'exécration. Dans une veine similaire mais différente aux tablettes de malédiction de Bath, examinons quelques textes d'exécration. Ces artefacts anciens sont parfois également connus sous le nom de listes de proscription et proviennent de l'Égypte ancienne. En termes simples, ce sont des listes des ennemis du pharaon en cours, incluant non seulement les ennemis officiels de l'État, mais aussi les personnes et les lieux considérés comme problématiques. Il semble que la pratique normale était de fabriquer un bol, un bloc de pierre ou d'argile, ou même une statuette d'un étranger enchaîné, d'écrire ces listes sur les surfaces des objets, puis de les détruire symboliquement et rituellement. C'était un processus cérémoniel et était censé avoir des qualités surnaturelles. En détruisant les objets, les personnes participant aux cérémonies croyaient qu'elles auraient un effet direct sur les personnes nommées dans les textes. Après l'acte, les morceaux brisés des artefacts seraient placés dans ou près de tombes ou d'autres sites rituels où ils sont souvent trouvés par les archéologues. La pratique a commencé à l'époque de l'Ancien Royaume, il y a 4500 ans, et a continué pendant plus de 1000 ans dans l'ère du Nouvel Royaume.
Cerro de los Santos. Le Cerro de los Santos a été construit à Albacete en Espagne il y a environ 2400 ans. Les Romains aimaient ce sanctuaire religieux et en ont grandement profité, mais ils ne l'ont pas construit. Les origines du Cerro de los Santos sont enveloppées de mystères, car il a été détruit et reconstruit tant de fois que très peu des structures originales existent encore, et une fouille archéologique bâclée du 19e siècle a fait plus de mal au site que de bien. Les registres de cette fouille suggèrent que la plupart du temple était encore debout à l'époque, mais aujourd'hui, seul le contour du temple est encore là. Le site est particulièrement bien connu pour ses sculptures votives inhabituellement détaillées, dont plus de 300 ont été récupérées. Tout aussi inhabituel est le fait que la plupart des sculptures sont des femmes. La plus célèbre d'entre elles est la Dama del Cerro de los Santos, considérée comme un trésor national espagnol. La conception du sanctuaire original est incompatible avec le style habituel d'un sanctuaire ibérique, ce qui rend difficile de dire qui l'a construit, peut-être ne le saurons-nous jamais. Stèle de Bagnolo. Cela fait 60 ans depuis la découverte de la première stèle de Bagnolo et nous ne comprenons toujours pas vraiment sa signification. Le bloc de pierre a été trouvé à Ceresolo Bagnolo à Brescia, en Italie, en 1963, au pied du mont Mignone, à plus de 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a des représentations de 14 objets différents sur la surface de la pierre, tous ont été martelés dedans. Tous les symboles ou objets ne peuvent être identifiés, mais il est assez facile de voir le soleil, plusieurs dagues de style remedello, un bouquetin et une hache. 9 ans après la découverte de la première stèle, Bagnolo II a été trouvé très près du site de la découverte originale. Il y a 16 objets gravés sur la deuxième stèle et ils sont un peu plus élaborés. Les mêmes dagues et haches apparaissent, mais il y a aussi une figure humaine avec une charrue, un chien, 2 bœufs et des objets qui ont été interprétés comme des colliers et des pendentifs. Le style de l'art conduit les historiens à croire qu'il a été créé pendant l'ère chalcolithique italienne, il y a environ 5000 ans, et pourrait avoir été fait par des personnes qui vivaient sur la péninsule avant l'arrivée des Indo-Européens. Coffret d'agate d'Oviedo. Le coffret d'agate d'Oviedo est exactement ce à quoi cela ressemble, mais c'est un artefact tellement beau qu'il mérite une description plus détaillée que cela. Ce coffret exquisément décoré a été offert par le roi Fruela II des Asturies à la cathédrale de San Salvador à Oviedo en Espagne, pendant son règne au Xe siècle. Il est considéré comme le chef-d'œuvre définitif de l'orfèvrerie asturienne du Xe siècle et est actuellement conservé dans le trésor de la chambre sacrée à l'intérieur de la cathédrale. Le bois de la boîte est du poirier européen, sculpté et façonné pour que le coffret prenne la forme d'une courte pyramide. Des feuilles d'or ont été posées sur le bois, créant des arches dans lesquelles 99 sections plates d'agate veinée ont été montées. La pièce entière est finie avec du corail et des pierres précieuses, avec une plaque de croix en or sur le dessus, entourée de 3 grandes gemmes. Charmant, le roi a fait ajouter une inscription à la base du coffret à l'époque. Elle dit « Jusqu'ici, l'avertissement a été respecté et aucun tonnerre n'a été nécessaire. » Inscription de Ram Kamaeng. Nous revenons aux inscriptions maintenant. Plus précisément, nous parlons de l'inscription de Ram Kamaeng. Cette stèle porte des inscriptions qui sont considérées comme les plus anciens exemples connus de l'écriture thaï, datant de 1292. C'est une longue inscription et offre une description du royaume de Sukhothai pendant le règne du roi Ram Kamaeng, d'où le nom de l'artefact. L'inscription est attribuée au roi, mais évidemment, il ne l'aurait pas inscrite de sa propre main. C'est grâce à l'existence de cette stèle que Sukhothai est venu être considéré comme le premier véritable royaume thaï. Il y a eu une période entre les années 80 et 90 où certains savants ont tenté de discréditer la stèle de Ram Kamaeng comme un faux, mais la plupart des universitaires et des historiens la reconnaissent maintenant comme authentique. En conséquence, l'UNESCO l'a inscrite sur le registre de la mémoire du monde en 2003. Le texte peint un tableau de Sukhothai comme une terre d'abondance, gouvernée par un roi aimable et bienveillant. Comme le texte a presque certainement été dicté par le roi lui-même, bien que nous devrions probablement prendre cela avec des pincettes. La Pala d'Oro. La Pala d'Oro est presque universellement reconnue comme l'œuvre la plus accomplie d'émail byzantin dans le monde. Cependant, la Pala d'Oro telle qu'elle existe aujourd'hui ne ressemble guère à la Pala d'Oro telle qu'elle était lorsqu'elle était neuve. Son nom peut être traduit soit par la toile d'or, soit par la pâte d'or, ce qui ne vous donne pas vraiment une idée de son but. C'est un retable d'autel principal et vous pouvez le trouver à l'intérieur de la basilique di San Marco à Venise en Italie.
La plupart des historiens acceptent qu'elle a été commandée par le doge Pietro Orseolo en l'an 976. L'original comportait quelques représentations en émail de saint, mais était principalement composé de pierres précieuses. Le doge Ordelafo Faliero l'a fait considérablement agrandir en 1105, puis Andrea Dandolo a fait retravailler tout l'ensemble de manière extensive par un orfèvre en 1345. Dandolo deviendra plus tard lui-même doge de Venise. Il a fait ajouter un cadre à la pièce sur lequel se trouve une inscription confirmant ce qu'il a fait à la Pala d'Oro, ainsi que son propre compte de quelles pièces ont été ajoutées précédemment par qui et quand. 3 autres modifications majeures ont été effectuées depuis lors. Reliquaire de la Sainte Épine. Le reliquaire de la Sainte Épine est l'un des plus beaux reliquaires que vous êtes susceptible de voir, mais les historiens ne sont pas sûrs de qui l'a fabriqué. Ils pensent qu'il a très probablement été créé dans les années 1390 sur demande de Jean, duc de Berry, pour qu'il ait un endroit où abriter une prétendue relique de la couronne d'épines. C'est l'une des principales œuvres d'orfèvrerie créées pour les cours de la famille royale Valois et l'une des rares qui survivent encore. Comme vous pouvez le deviner en le regardant, le reliquaire de la Sainte Épine est fait d'or, avec des décorations luxueuses de perles et de joyaux, en plus de l'ajout de pas moins de 28 figures tridimensionnelles faites d'émail blanc. La vue de face du reliquaire montre le jugement dernier, incluant la Trinité et les saints supervisant la résurrection des morts. En dessous se trouve une longue épine qui est censée provenir de la couronne portée par le Christ sur la croix. Il y a une paire de portes à l'arrière de l'objet qui s'ouvrent pour révéler un trou qui aurait pu autrefois contenir une autre relique. La pièce a été saluée comme l'une des réalisations suprêmes de la métallurgie européenne médiévale. Visage de pierre. Durant l'été 2019, un agriculteur nommé Tom Giddens a senti sa charrue frapper quelque chose de solide alors qu'il travaillait dans son champ dans le comté de Sampson, en Caroline du Nord aux États-Unis. Lorsqu'il est sorti pour enquêter, il a trouvé ce visage de pierre abîmé et fortement érodé. Il a immédiatement su qu'il était dépassé, mais a compris qu'il aurait pu découvrir quelque chose d'historiquement important. Cela l'a incité à téléphoner et à faire appel aux experts, mais malheureusement, les experts qu'il a consultés ne savaient pas beaucoup plus que lui, et ils ne savent toujours pas. La sculpture est grande, presque 60 cm de large d'une oreille à l'autre et plus proche de 90 cm du haut de la tête au menton. C'est le fait qu'elle soit faite de grès qui la rend si difficile à dater. La substance s'érode très rapidement car elle est douce, et donc cela pourrait être aussi récent que centenaire, ou cela pourrait être plus de 1000 ans. Les archéologues pourraient peut-être offrir une meilleure estimation si le design était familier, mais ce n'est pas le cas. Rien de tel n'a jamais été découvert dans le sol en Caroline du Nord auparavant, ni près de là. Cela pourrait même être l'œuvre d'un ancien fraudeur. Épée à 7 branches. Notre dernier artefact est connu sous le nom d'épée à 7 branches, bien que vous puissiez également l'entendre désigné sous le nom de Shichishito. La légende veut que cette épée cérémonielle ait été donnée à un souverain de la province de Yamato au Japon par un roi de Baekje, dans ce qui est maintenant la Corée du Sud. Elle devait déjà exister avant l'année 720 car elle est mentionnée dans le Nihon Shoki, également connu sous le nom de Chronique du Japon, qui a été complété cette année-là. Le texte prétend qu'elle a été remise pendant la 52e année du règne de l'impératrice Jingu. Mais l'impératrice Jingu est une figure presque mythique, et donc aucune datation liée à son règne présumé ne peut être considérée comme fiable. L'épée inhabituelle mesure presque 1,21 m de long et est faite de fer, avec 6 saillies sortant de la lame centrale, comme des branches. Elle est considérée si précieuse qu'elle n'est pas exposée au grand public et est au contraire soigneusement enfermée dans le sanctuaire d'Izonokami, dans la préfecture de Nara. Il y a une inscription sur un côté de l'épée qui se traduit par « À midi le 16e jour du 11e mois de la 4e année de taille, l'épée a été fabriquée en acier trempé 100 fois. Cette épée repousse 100 soldats ennemis et est offerte au duc seigneur, fabriquée par bonne fortune. Cela la marque clairement comme un cadeau, mais de qui et à qui ? Stèle funéraire. Les archéologues en Italie ont trouvé de nombreux sarcophages romains antiques au fil des ans, mais des découvertes comme la suivante sont bien plus rares. Il s'agit d'une stèle funéraire datant de l'époque impériale romaine, accompagnée d'un portrait en relief de la personne inhumée. Cet artefact a été trouvé à Bucchianico en Abruzzes en février 2023 lors de travaux routiers. Curieusement, il n'y a aucun signe d'une tombe à proximité. Il est possible que la stèle ait été déplacée de son emplacement original dans un passé lointain pour des raisons inconnues.
Heureusement, il y a une inscription sur la stèle qui, une fois traduite, dit « À Métia Rufa, affranchi de Caius. Métia, affranchi de Caius, place ceci pour sa mère. » L'histoire enregistre l'existence d'une famille Métia vivant dans cette partie de l'Italie pendant l'ère impériale précoce. L'un d'eux, Marcus Metius, était un légat de Jules César en 58 avant Jésus-Christ. D'après l'inscription, cette femme aurait été une esclave possédée par la famille, mais est devenue libre par la suite. En fait, l'inscription suggère que tant elle que sa fille étaient d'anciennes esclaves. Rufa pourrait être une référence au fait qu'elle avait les cheveux roux. Cuillère de la tête de mort. Continuons avec quelque chose de fantaisiste, mais aussi un peu macabre, les cuillères de la mort du Yorkshire. Ces instruments de restauration particuliers datent du XVIIe siècle. Malgré leur apparence sinistre, les experts pensent qu'ils étaient surtout donnés comme cadeau de baptême à une famille du Yorkshire en Angleterre. Chacune des cuillères porte des crânes gravés en haut de leur tige et est gravé du message « Vivre pour mourir » d'un côté et « Mourir pour vivre » de l'autre. Le nom correct pour des cuillères comme celle-ci est cuillère de la tête de mort. Elles sont brièvement devenues à la mode au milieu du XVIIe siècle dans cette partie de l'Angleterre et sont associées à une famille connue sous le nom des Stricklands de Boynton Hall. Ils étaient des propriétaires terriens aisés de l'époque et sont crédités d'avoir introduit la dinde en Angleterre au XVIe siècle. Récemment, l'historien David Constable a comparé l'année de création de chaque cuillère au registre de naissance de la famille Strickland et a trouvé qu'elles correspondent parfaitement. On pourrait dire que les nouveaux Strickland naissaient littéralement avec une cuillère en argent dans la bouche, ou du moins une pour manger lors de leur baptême. Bélier de combat. Ce n'était pas une tâche facile de couler un navire dans les siècles avant l'invention du canon, mais les anciennes armées ont trouvé des moyens de le faire. Pour les Romains, c'était une idée volée à leurs ennemis de Carthage. En septembre 2021, des archéologues marins ont localisé une collection de grands béliers de bronze au fond de la mer près de l'île de Sicile. Ils croient que les armes offensives sont des reliques de la bataille des îles Égates de l'année 241 avant Jésus-Christ. Cette bataille légendaire s'est avérée décisive dans la première guerre punique et est largement considérée comme la plus grande bataille navale de l'Antiquité. Les béliers de combat ont été trouvés parmi un groupe d'autres objets appropriés à l'époque sur le fond marin, y compris des casques en bronze qui contiennent encore leurs coussinets de joue, des pièces de monnaie romaines et hellénistiques et des balles de fronde en plomb. 25 béliers de combat ont été trouvés dans la région depuis le début de 2021, ce qui nous donne une idée de l'ampleur du conflit. Cela nous donne aussi une idée du courage de ces marins. Naviguer votre navire directement vers un vaisseau ennemi pour le frapper avec un bélier de combat a dû être aussi terrifiant que dangereux, mais c'était la seule façon de faire le travail. Croix de pierre arménienne. Techniquement parlant, le site de Kachkar en Arménie est juste un vieux cimetière, mais c'est un très beau vieux cimetière. Il est notable pour sa pléthore de croix de pierre arméniennes distinctives. Même le mot Kachkar signifie pierre croisée lorsqu'il est traduit de l'arménien ancien. La sculpture de pierre croisée est considérée comme une forme d'art ancienne en Arménie, impliquant des motifs de nœuds complexes qui peuvent prendre des heures ou même des jours à créer, selon la taille du marqueur de tombe. Les stèles à Kachkar varient en âge, mais certaines d'entre elles ont plus de 1000 ans. La majorité, cependant, ont été sculptées entre les 16e et 17e siècles, quand 3 maîtres sculpteurs vivaient dans les zones. Ils étaient appelés Mélicète, Arakel et Kiram Kazmog et sont jugés avoir collectivement élevé le standard de la forme d'art en introduisant des images plus élaborées, y compris des anges, des scènes de mariage et des saints dans les motifs. Certaines des pierres croisées de cette période incluent même des représentations de la vie quotidienne des personnes pour qui elles ont été faites. Il y avait autrefois un cimetière Kachkar, bien plus grand en Arménie, mais il a malheureusement été détruit pendant l'ère soviétique du pays. Signe d'argent. Le château Barnard est devenu célèbre en Angleterre en 2020 à cause d'une déclaration absurde faite par un fonctionnaire du gouvernement sur la raison pour laquelle il avait été pris en train de violer les conditions du confinement. En réalité, il devrait être plus célèbre pour être le lieu où l'on trouve un automate unique en son genre, connu sous le nom de signe d'argent, qui se trouve à l'intérieur du musée Bauhaus du château. Signe d'argent est une description parfaitement exacte de l'apparence de l'artefact, mais cela ne lui rend pas vraiment justice. Le fondateur du musée, John Bowes, a acheté l'automate à un bijoutier à Paris en 1872. Il est de taille réelle, actionné par un mécanisme d'horlogerie, contient une boîte à musique et repose sur un lit de tiges de verre et de perles conçu pour ressembler à un ruisseau scintillant. Lorsque son mécanisme est remonté, la musique joue
et les tiges de verre dans le ruisseau tournent, créant ainsi l'illusion de mouvement. En même temps, le cygne se toilette et tourne la tête de côté et d'autre avant de se pencher pour attraper des poissons nageant dans le ruisseau. On pense que le cygne a été construit par James Cox et John Joseph Merlin en 1773 et a passé du temps à Londres avant d'être vendu aux marchands parisiens. À l'origine, il avait une chute d'eau derrière lui, mais elle a été volée tandis que le cygne était exposé au XIXe siècle. Coffret de Bimaran. Le soldat de la Compagnie britannique des Indes orientales, James Lewis, menait une double vie au XIXe siècle. Il était également connu sous le nom de Charles Masson et, sous cette identité, il était un archéologue renommé. Sans doute, sa plus grande découverte a été le coffret de Bimaran, qu'il a trouvé lors de son séjour en Afghanistan dans les années 1830. Il est souvent décrit comme un reliquaire, mais il n'y a aucune preuve qu'il ait jamais contenu des restes humains. Cependant, il contenait des pièces de monnaie très controversées. Le coffret et les pièces remontent au 1er siècle avant Jésus-Christ, et ces dernières sont estampillées avec le nom du roi indocyte Azès II. La controverse ici est que plusieurs historiens ne croient pas qu'Azès II ait jamais existé, et que la personne considérée comme Azès II est en fait Azès Ier, revenant pour un deuxième règne en tant que roi. Tout aussi controversée est la représentation d'un Bouddha sur les inscriptions décoratives du coffret, qui sont dites être les plus anciennes représentations connues du Bouddha sous n'importe quelle forme et le montrent dans un habillement et une pose atypiques. Les archéologues sont confiants qu'ils ont bien daté l'artefact, mais la combinaison de pièces de monnaie d'un roi inexistant et d'un Bouddha non familier fait que de nombreux historiens voient le coffret de Bimaran avec suspicion. Épée ancienne chinoise. Trouver une épée ancienne en Chine est un événement notable pour un archéologue, mais ce n'est pas nécessairement rare. C'est un pays de milliers de guerriers anciens, et beaucoup d'entre eux sont allés dans leurs tombes avec leurs armes à leur côté. Ce qui rend cette épée particulière, qui a été découverte dans une tombe dans la ville chinoise de Xinyang en janvier 2017, si spéciale, c'est le fait qu'elle a été récupérée dans un état si bon qu'elle brille encore à la lumière. C'est malgré le fait que la lame ait plus de 2300 ans. Elle doit en partie son état de conservation presque parfait au fait qu'elle a passé tout ce temps dans son fourreau dans une tombe fraîche, sèche et non perturbée. Il est probable qu'elle appartenait à un guerrier qui a vécu et combattu pendant l'ère des États en guerre, qui a duré de 475 avant Jésus-Christ à 221 avant Jésus-Christ. Le fourreau n'est pas en aussi bon état, mais le travail du fourreau est de protéger l'épée, et il a admirablement rempli ce brief. Après un peu de nettoyage délicat et de travail de conservation, la lame a depuis été exposée dans un musée de la ville. Couronne de laurier de myrte grecque. Toutes les découvertes archéologiques ne sont pas dans les musées. Parfois, si vous avez beaucoup de chance, vous en trouverez une sous votre lit. C'est là que cette très ancienne et très précieuse couronne grecque en laurier de myrte en or a été découverte dans le Somerset en Angleterre en mai 2016. Son propriétaire n'avait aucune idée de sa véritable valeur et l'a conservée dans une vieille boîte en carton sale pendant des années. La couronne a environ 2300 ans et vaut plus de 100 000 $. Le propriétaire voulait rester anonyme, mais dit qu'il l'a héritée de son grand-père il y a plusieurs décennies et n'a jamais pensé à la faire évaluer professionnellement jusqu'à ce que ses propres petits-enfants le suggèrent. De telles couronnes n'étaient pas portées par les dirigeants de la Grèce antique, mais étaient utilisées dans les cérémonies et parfois données comme prix après les compétitions athlétiques. Apparemment, le grand-père de l'homme était un historien amateur passionné qui a passé une grande partie des années 40 et 50 à voyager à travers l'Europe sur les traces d'Alexandre le Grand. Malgré son âge avancé, elle est toujours en excellent état et ne semble pas avoir souffert d'être coincée dans un tel conteneur si peu prestigieux pendant une grande partie du siècle dernier. Codex de Dresde. Le nom de notre prochain artefact est trompeur. Il est appelé le Codex de Dresde, mais il n'est pas d'origine allemande. C'est en fait un relique du Mexique précolombien et a très probablement été créé autour de Chichen Itza au XIe siècle. C'est une chose assez jolie à regarder, mais une étude plus détaillée pourrait vous donner matière à réflexion. Certaines des personnes qui ont donné toute leur attention au codex craignent qu'il ne soit une prophétie prédisant la date, l'heure et la nature des événements qui entraîneront la fin de la civilisation humaine sur la planète Terre. Ceux d'une nature moins dramatique ont tendance à croire que c'est un chart astral utilisé pour prédire les éclipses solaires et lunaires. Le codex prévoit de manière précise les mouvements des corps célestes qui auraient été visibles à l'œil nu à l'époque de sa création, y compris la Lune, le Soleil et Vénus. Bien sûr,
Les personnes qui pensent que c'est juste un chart astral auront l'air très bêtes si la fin du monde se produit à la date que les partisans de la théorie du jugement dernier prédisent, environ 80 ans à partir de maintenant. Mais est-ce que la fin du monde est quelque chose que vous voudriez vraiment prouver correct? Origine des tatouages. Les tatouages sont plus à la mode dans la plupart des régions du monde maintenant qu'ils ne l'ont été depuis des décennies, mais nous ne sommes pas sûrs que ce serait le cas si les gens devaient encore obtenir leur tatouage via la méthode qui était utilisée en Amérique du Nord il y a 2000 ans. Cet appareil épineux, qui est en stockage à l'Université d'État de Washington, était probablement douloureux à appliquer sur la peau. Il est fait d'épines de cactus de poire attachées à une poignée en bois et enveloppées dans une feuille de yucca, et il était utilisé pour tatouer les pueblos qui vivaient autrefois dans ce qui est maintenant le sud-est de l'Utah. Ce qui est curieux, c'est qu'aucune preuve de tatouage n'a été trouvée sur la peau ou les os de tous les corps anciens de pueblos localisés jusqu'à présent, ni aucune mention de tatouage dans les quelques enregistrements écrits ou dessinés que nous avons de leur culture. Nous savons que les anciens peuples d'Amérique du Nord avaient des tatouages, cependant, à cause d'autres outils à base de cactus trouvés dans des endroits comme le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Dans ces cas, cependant, les outils ont été fabriqués plus de 1000 ans après celui-ci. Nous nous demandons si les gens se faisaient tatouer des étoiles, des roses, des crânes et des symboles chinois même à cette époque. Odin de Lègre. Parfois, le nom d'un artefact peut vous dire presque tout ce que vous devez savoir à son sujet. Prenons l'exemple d'Odin de Lègre. Il est supposé être une figurine d'Odin, et elle a été trouvée dans la ville danoise de Lègre sur l'île de Zélande en 2009. Cependant, il y a plus que cela. La plupart des experts s'accordent à dire que la minuscule figurine en argent fondu a été fabriquée quelque part vers le début du Xe siècle. Ce sur quoi ils ne peuvent pas se mettre d'accord, cependant, est de savoir si elle représente effectivement Odin ou non. Le nom est resté parce que l'excavateur qui a trouvé la pièce croit qu'il s'agit d'Odin assis sur son trône, flanqué de ses corbeaux, Munin et Hugin. Cependant, certains chercheurs soulignent que la figure porte une robe viking typiquement féminine du Xe siècle. Les vikings n'auraient pas dépeint Odin portant des vêtements de femme. Cela signifie que cela pourrait être l'épouse d'Odin, Frigg, ou peut-être la déesse Freyja. Une figurine différente trouvée dans le sud de la Suède il y a de nombreuses années ressemble plus qu'un peu à celle-ci, mais est communément acceptée comme représentant Freyja. Plus récemment, il y a même eu des spéculations selon lesquelles, plutôt qu'un dieu viking du Xe siècle, il s'agirait en réalité d'une représentation d'un évêque chrétien. Anneau de 2000 ans. En novembre 2020, un anneau de 2000 ans a été découvert dans les fondations du mur occidental à Jérusalem et il suscite beaucoup d'intérêt parmi les historiens et les archéologues. Le minuscule anneau est gravé de l'image d'une divinité, mais de nombreux historiens estiment que la divinité représentée est résolument non juive. En fait, ils soupçonnent qu'il s'agit d'une représentation du dieu grec Apollon. L'anneau était probablement utilisé par son propriétaire comme moyen de tamponner et de sceller des lettres et des contrats, mais il est inhabituel de trouver une image d'un dieu non juif à Jérusalem. La conception de la pièce de bijouterie, fabriquée à partir de pierres de jaspe, est définitivement cohérente avec un anneau de sceau juif typique. Mais l'image sur l'anneau ne l'est pas. Les experts ont spéculé que le porteur ne vénérait peut-être pas Apollon, mais voulait exprimer les mêmes choses qu'Apollon représente selon la croyance grecque ancienne, le succès, la pureté, la santé et la lumière. Même si cela est vrai, ils auraient pris un risque considérable en le portant. Pour les gens de l'époque, cela aurait probablement été considéré comme blasphématoire. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.